Bon, comme d'habitude, le mois de septembre, il y a plein de trucs. Il y a des comédies, des drames, il y a du cinéma d'action. En fait, c'est un peu dans la continuité de juillet-août, mais dans septembre, j'ai l'impression qu'il y a plein de distributeurs qui décident de se débarrasser aussi de certains films, que ce soit au cinéma ou en VOD d'ailleurs. Donc, vous allez voir, on va traverser plein de thématiques et plein de genres différents. Donc ne perdons pas plus de temps et abordons ensemble les quelques films que nous avons loupés durant le mois de septembre 2025. Le cinéma et le jeu vidéo, je ne vous apprends rien, ne font pas toujours bon ménage. Je ne dirais pas que tous les jeux qui ont été adaptés au cinéma ont eu le droit à un traitement proche du catastrophique, mais il est indéniable que beaucoup d'œuvres se sont posées comme des objets particulièrement maladroits, souvent assez banals et parfois même, on peut le dire, assez mauvais aussi. Genki Kawamura porte donc à l'écran le jeu indépendant Exit 8, le temps d'un film d'angoisse et de frissons qui sonne comme une bonne et fun petite expérience de genre, qui ne brille pas non plus par un concept parfois un peu trop simple pour ce qu'il est, et qui peut même donner l'impression d'être assez répétitif par moments, mais qui marche. Parce que l'on sent que dans ce lieu, dans cette forme et dans cette expression de l'horreur, le cinéaste japonais a su s'éclater et offrir un moment qui donne bien la chair de poule quand même. Et puis par-dessus cela, le cinéaste peut se reposer sur un excellent casting, notamment Kazunari Ninomiya, qui est excellent en tête d'affiche d'un métrage qu'il porte extrêmement bien durant une majorité de son temps sur ses épaules. Une bonne petite expérience de genre et une bonne petite adaptation d'un jeu vidéo. Les grands auteurs cherchent parfois aussi simplement à s'éclater. Que ce soit avec des idées simples de cinéma, oscillant entre moments de fun pur et divertissement à l'ancienne dont ils ont le secret, ou que ce soit aussi en composant une aventure de cinéma prenante, en réadaptant un projet qui les a marqués, ou en cherchant à construire un moment de 7e art qui sonne comme aussi surprenant que simplement bon. Spike Lee revient avec une réadaptation d'Akira Kurosawa, Highest to Lowest, qui s'avère être un polar prenant et haletant, qui ne brille pas non plus par son originalité, mais en prenant en compte le fait que Lee oscille depuis plusieurs années entre sympathique divertissement et œuvre bancale, celle-ci se pose clairement comme un joli petit haut de panier, le metteur en scène s'éclatant dans la mise en scène d'une tension à fleur de peau du début à la fin, le tout avec une ambiance visuelle et musicale qui déboîte. Et puis encore une fois, les retrouvailles folles entre Lee et Washington font des étincelles, l'acteur et le réalisateur partageant clairement une vision et une logique créative qui fait que leur alchimie est évidente et donne un cachet cool et décomplexé à cette œuvre de 7e art. Un sympathique et entraînant divertissement de la part de Spike Lee. Quand on voit certaines idées qui sont proposées au cinéma, en tant que spectateur, on se pose beaucoup de questions. Et dans le genre, je dois bien avouer que l'idée un peu saugrenue, depuis maintenant plusieurs années de la part de plusieurs youtubeurs, de poser des concepts plus que de véritables propositions, et de se dire que cela suffira à faire tenir un moment de cinéma, il y a des fois où on a envie de se caler la tête dans le mur. Bon, pour le coup, Simon Astier fait de cette étrange idée de Mr. V qui est Mac Walter version cinéma, un film qui se tient, qui reste une idée entraînante et assez amusante, qui ne se cache pas dans son choix de se référencer aux As et à cette idée de parodie décalée et loufoque, mais la vache! 1h50 de ça, c'est un peu dur. Et franchement, même s'il y a des moments où l'on sent que le ridicule est vraiment fun, il y a d'autres moments où la corde est un peu trop tirée et où cela devient plus gênant que réellement prenant. Et pour le coup, on sent qu'Yvick Le Texier s'amuse, offre même quelques instants de pure folie. Mais rapidement, le personnage sonne comme lourdingue, comme poussif et comme pas assez intéressant pour réellement nous tenir en haleine jusqu'à la fin du film. C'est sympa, mais clairement les sketchs sur YouTube étaient beaucoup plus drôles. Rire du couple, et se jouer parfois un petit peu des relations entre hommes et femmes, peut donner des œuvres assez surprenantes. Que ce soit dans leur message, dans leur fond, dans leur forme aussi, exploitant une certaine idée de la relation amoureuse, une certaine idée de comment le couple avance ou plus radicalement, une certaine idée de comment l'amour se mesure et s'apprivoise au jour le jour, là est le brio de certains auteurs de comédie, parfois simplement allumés ou déjantés. Michelangelo Covino nous offre avec Libre-Échange une comédie bien folle, mais dans ce qu'elle peut avoir de plus classique dans le fond, le cinéaste n'allant pas prendre trop de risques dans le développement et la composition de ses personnages, mais offrant tout de même un moment d'humour bien allumé, qui joue avec une certaine finesse de ses facilités pour développer un ensemble dans lequel on se laisse embarquer, même si au bout du compte tout cela reste un peu long pour ce que l'auteur a réellement à nous offrir à la fin. Après, le réalisateur et acteur peut se reposer sur sa performance très drôle, et également sur celle de Dakota Johnson, surprenante, de Adria Arjona, réellement amusante, et de Kyle Marvin, son co-scénariste et partenaire de folie romantique, les quatre se complétant à la perfection à l'écran. Ce n'est clairement pas la comédie de l'année, mais je dois avouer avoir bien rigolé devant ce métrage.
Cette conclusion, je pense vraiment qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient. De mon côté, j'ai toujours trouvé les longs métrages de la série de Julian Fellowes plutôt sympathiques, empreints d'un classicisme qui ne donne pas forcément grand chose de plus qu'une bonne base à ces métrages, mais qui marche tout de même bien et nous emporte dans un récit prenant avec des personnages attachants. Une nouvelle fois, Simon Curtis fait de cette conclusion de Downton Abbey, sous-nommé le grand final, un moment de cinéma élégant mais très classique, dans le sens noble bien évidemment, mais qui sonne aussi comme la lourde et un poil poussive conclusion d'un chapitre et d'une épopée qui aura bercé pas mal de sérivores et de cinéphiles, le temps d'un film qui va trop vite, qui enchaîne un peu trop les petites scénettes sans grand relief derrière, le tout dans un moment de cinéma qui reste efficace, mais qui n'est pas si clair ou juste que cela de tout son long. Encore une fois, le film peut se reposer sur l'immense et parfait casting de la série, emmené ici par l'élégante Michelle Dockery, qui porte ici en grande majorité le film sur ses épaules, avec une vraie justesse et assez de charisme pour succéder à Hugh Bonneville et Elizabeth McGovern. Un élégant final, mais sans trop de surprise ni d'audace malheureusement. Il était grandement temps, je pense, que cette saga mette un point final. Pas forcément parce que les derniers épisodes étaient mauvais, même si par moments cette saga n'a pas connu les meilleurs volets possibles, surtout quand elle s'est un peu trop étendue et qu'elle n'a pas su se construire correctement, mais il est indéniable que les Mary Warren ont clairement fini leur tour de piste du 7e art. Michael Chavez donne donc une conclusion à Conjuring avec ce dernier volet, l'heure du jugement, qui sonne comme une sympathique conclusion, sans grande surprise si l'on connaît un peu l'univers, sans grande nouveauté si on a déjà vu les 3 précédents métrages, mais avec une certaine énergie et une envie de nous embarquer une dernière fois dans la vie de ce couple, qui donne une certaine justesse à l'ensemble d'un métrage qui ne brille pas par son originalité, mais qui se tient par ses clichés, ses facilités évidentes, mais amusantes et frissonnantes. Et puis encore une fois, le duo Patrick Wilson-Vera Farmiga donne vraiment quelque chose de sincère et d'attachant à ce couple, faisant que même si l'on ne s'attarde pas autant que l'on le souhaiterait sur eux, les deux acteurs brillent réellement à l'écran ensemble une dernière fois. Une conclusion sans grande folie, mais juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne, soit un petit peu de frisson. Cette comédie-là, à la base, moi j'étais enthousiaste parce qu'on devait la voir beaucoup plus tôt, et elle devait sortir en salle. Et même si elle ne semblait pas détonnante, elle avait un petit quelque chose d'assez étonnant sur le papier, celui de se poser comme une comédie d'action de Saint-Valentin. Ce qui en soi est une idée assez amusante pour donner envie de voir ce que ce projet pouvait donner. Mais nous, on l'a pour la rentrée. Ce qui est encore plus bizarre. Jonathan Eusebio offre un petit moment de comédie avec Back to Business qui aurait pu être un peu plus équilibré dans sa forme comme dans son fond, le cinéaste se perdant dans un ensemble qui ne marche pas vraiment du début à sa fin, qui s'amuse tout de même par la forme que prend le récit et par la tonalité globale du projet, mais qui sonne également comme une comédie pas assez drôle, comme un film d'action pas très original et comme un ensemble qui marche, mais qui s'essouffle extrêmement vite, en sachant que le métrage dure à peine 1h20, ce qui est déjà très court. Et après, heureusement, Ke Huy Quan s'amuse en tête d'affiche de ce métrage d'action, où l'on sent que l'acteur prend plaisir à s'éclater, même si ce plaisir ne se transmet pas toujours au spectateur, malheureusement. Cela reste sympa, mais on s'en lasse assez vite également, malheureusement. Dans le genre projet cliché bien à la française, on avait un parfait modèle du genre ici. Parce que nous raconter encore une fois le voyage psychologique et émotionnel d'un couple cherchant à faire des derniers jours, ici encore voyants, de leur enfant, un moment inoubliable, on n'est clairement pas sur un métrage qui se pose comme original ou même simplement comme étonnant quant à ce qu'il promet d'être. Emmanuel Poulain-Arnaud offre avec Regarde un cliché de comédie plein d'émotions, qui reste sympa dans sa globalité, mais qui n'étonne jamais réellement le spectateur, voire même qui peut laisser un peu de marbre quant à ce qu'il véhicule, soit une émotion souvent lourdingue et pas du tout fine, un ensemble qui tire le pathos dans une direction souvent cliché et qui manque de simplicité, voire même paradoxe d'humanité, mais qui sonne tout de même comme un gentil et joli voyage qui brille par d'autres promesses, notamment celle du casting qui sonnait également comme du cliché en puissance sur le papier, mais force est de constater que le duo Fleurot-Boone est bon, voire même très bon par instant, et que le jeune Ewan Bourdelle fait des étincelles dans le rôle central d'une œuvre qu'il porte très bien. Cela n'a rien de neuf, mais bizarrement, c'est pas si désagréable que ça. Il est évident, je pense, pour beaucoup de spectateurs, que ce genre de proposition et ce genre de récit intrigue.
Les dessous des développements de la tech poussent de nombreux auteurs à s'intéresser à comment ces bouleversements arrivent et surtout comment les humains derrière se retrouvent à parfois agir de la pire façon possible, donnant ainsi du grain à moudre pour de nombreux cinéastes et autres artistes. Rachel Goldenberg décide de raconter l'histoire de Whitney Wolfe avec Swipe, qui perd un peu de son sens par rapport au titre original Swiped, mais qui donne lieu à une œuvre sympathique. Mais c'est juste ça, ne cherchant pas à donner plus de forme ou de fond que cela à ce qui sonne comme un moment de cinéma convenu et pas forcément très audacieux quant à son propos ou son contexte, se construisant de façon classique, optant pour une forme classique où le fond politique et social n'est clairement pas assez creusé, le tout dans un moment de 7e art qui divertit, mais qui ne va pas assez loin par rapport à son propos de base. Par contre, il est indéniable qu'une nouvelle fois, Lily James est fantastique et offre une prestation tout simplement parfaite d'une héroïne qu'elle parvient à rendre fascinante, là où le script la rend clairement un peu trop lisse. C'est sympa, mais malheureusement ce sera très vite oublié pour ma part. Indéniablement, la lutte des classes, c'est un truc que les auteurs de cinéma adorent, surtout en France. Que ce soit simplement dans la construction et la juxtaposition d'un ensemble d'éléments qui permettent de construire un tout cinématographique dans lequel on peut s'amuser à mettre énormément de choses, ou simplement dans cette idée de jouer avec les facilités de notre époque et de nos mœurs. Anthony Cordier a ainsi souhaité faire de Classe moyenne un jeu assez divertissant entre les écarts économiques et sociaux qui vont emmener deux couples à se déchirer et les enfants au milieu à se poser plus ou moins de questions sur ce qu'ils attendent de leur temps. Pour un moment de cinéma qui fonctionne assez bien, qui divertit et fait même rire à de très nombreuses reprises, mais qui sonne aussi comme un peu trop long pour ce qu'il a à nous offrir, en sachant que c'est déjà assez peu et synthétique en même temps, le tout au cœur d'un moment énergique et bien développé qui reste tout de même prenant et drôle dans son genre. Ajoutons que le casting fonctionne assez bien, les duos que forment Bouchez et Lafitte ainsi que Bédia et Calamy emportant une majorité du métrage, même si pour le coup Sami Outalbali est réellement celui qui porte le film sur ses épaules, avec la magnifique Noé Habitat évidemment. Une bonne comédie, sans grande nouveauté, mais avec une réelle efficacité. Bon, ça allait ce mois-ci. Honnêtement, il n'y a pas eu non plus trop de films. Bon, encore une fois, j'en ai loupé plein, mais il y en a plein qui me titillaient sans plus, ou alors que j'ai même pas eu le temps de voir parce qu'il y a tellement eu de films qui sont sortis qu'à peine il y en avait un de sorti, il y en avait déjà un autre qui prenait sa place, et du coup, il n'y a pas le temps de le voir dans les salles de cinéma, malheureusement. Mais voilà, bravo encore une fois à vous si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, et n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.